Bonjour Gilles, comment allez-vous? Bien, mais vous savez que si vous voulez que je vienne à 10h45, il faut me dire 10h45, ça ne me pose aucun problème. Parce qu'on ne commence jamais avant 10h45. Peut-être qu'on va finir par faire ça. Alors je Je suis sais que vous désolé. n'êtes pas je sais que vous n'êtes pas monarchiste et l'exactitude et la politesse des rois et vous montrez par là votre esprit républicain. La pique est prise, même si on a réussi, maintenant on réussit à commencer à l'heure, la matinale elle-même. Mais voilà, il y a tellement d'informations qui tombent qu'il faut réussir à les traiter. Mais peut-être qu'on pourra faire ça à 10h45 la prochaine fois. Et donc, Gilles, il y a malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, le front des informations, tout ce qui se passe, c'est surdéterminé par les événements en Ukraine et l'affrontement géopolitique global. Donc, on va évidemment encore parler de cela, puisque ça a des conséquences assez importantes. Et on voudrait avoir votre sentiment, on en a un petit peu parlé rapidement tout à l'heure, votre sentiment euh, par rapport aux décisions prises par Emmanuel Macron et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, l'un comme l'autre, disant qu'ils vont envoyer des troupes de paix dans un pays en guerre et que la Russie n'a rien à dire face à cela. Alors de l'autre côté, les Russes disent que c'est une déclaration de guerre. Ce serait une déclaration de guerre que les troupes de l'OTAN pénètrent officiellement en Ukraine, puisqu'ils considèrent, eux, que ce serait en soutien des Ukrainiens. Est-ce que Emmanuel Macron fait du bruit pour d'autres objectifs ou est-ce que il joue avec la Troisième Guerre mondiale? Vous savez, il est surtout préoccupé de lui-même, donc il ne regarde pas tellement quelles sont les conséquences de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. C'est ça la principale difficulté avec lui. Il a dit par ailleurs dans un autre entretien que évidemment il y aurait des contacts euh, avec les Russes pour le placement de ses troupes. L'important pour lui, c'est de se mettre en scène. Vous savez, tout le reste, il s'en moque. Oui, mais ça peut avoir des conséquences de se mettre en scène. Ce qui est visiblement le cas maintenant, d'autant plus il fait des annonces d'augmentation du budget de la défense par-dessus son Premier ministre, parle de déploiement de troupes par-dessus son Premier ministre, et on voit mal où il va trouver cet argent, d'ailleurs, soyez en Vous avez passant. vu le sondage Ipsos paru samedi qui demande à un échantillon représentatif, est-ce que vous préférez qu'on diminue les remboursements de la sécurité sociale de 5% ou est-ce que vous préférez qu'on remonte de quelques années l'âge de la retraite? Parce que les Russes sont là. Alors ça, c'est en fait le but de l'opération. C'est-à-dire, on va installer une Europe fédérale complète sous prétexte de lutter contre les Russes et de réarmement, d'un côté, et de l'autre côté, on va détruire tout ce qui est social. Et c'est la bonne opération pour les milliardaires dont Macron est la marionnette. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Qui Il rêve de n'y a prendre aucun danger de guerre. Les Russes n'ont aucune intention, aucune possibilité, aucune raison de bouger. Les Américains le voient bien. Bon. Et on vient nous chanter exactement comme il y a 5 ans, la guerre, la guerre, la guerre. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Simplement, on peut penser que ça va marcher moins longtemps qu'il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, les chaînes d'information pétaient toutes les heures le chiffre des morts sur l'écran, hein, le chiffre des morts par le Covid. Alors évidemment, elle vous disait pas qu'il y a 2000 morts par jour et qu'il y en avait 200 par le Covid et que les 200 qui mouraient par le Covid avaient souvent 3, 4 ou 5 autres causes de mort et qu'ils avaient souvent plus de 85 ans et donc qu'ils mouraient par le Covid comme ils seraient morts par la grippe. Mais
Tout cela, ça fait partie de la propagande. Aujourd'hui, on vous dit les Russes. Alors, on n'en est pas à péter le chiffre des morts français sur les écrans de télévision. Mais évidemment, si Macron envoie des troupes, ce sera la situation, car Poutine l'a indiqué, ils seront une cible de toute première importance pour la Russie. Alors, c'était pas le sujet principal pour Mais lequel. vous avez noté que le président Trump a indiqué que si Français et Anglais envoyaient des troupes en Ukraine, celles-ci ne seraient pas couvertes par le chapitre 5 du traité de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire que il n'y aurait pas de riposte, si elles étaient attaquées, de riposte commune de l'OTAN. Notamment, les États-Unis ne se sentiraient pas concernés. Oui, mais le problème, comme on le soulevait, c'est que les troupes britanniques et les troupes françaises sont 2 pays qui ont elles-mêmes l'arme nucléaire. Et quand Pas on les Britanniques, non. bon, ils sont à double clé, en tout cas les Français l'ont, ouais, comme Les on parle de Britanniques ont les Britanniques ont une double clé, l'une étant entre les mains de Donald Trump. S'il ne veut pas tirer, il ne veut pas tirer. reste la France. Je ne crois pas que le président Macron puisse décider seul contre l'état-major des armées, son premier ministre et tous les gens qui ont un peu de tête, de lancer un missile nucléaire contre la Russie. Bon. Je pense qu'il est un moment où on arrête les clowns. Bon. Les clowns, on a l'impression qu'on a ouvert la porte de l'asile en ce moment, parce qu'ils se libèrent un peu partout. On a ouvert notre matinale avec l'inénarrable Glucksmann qui veut récupérer la statue de la liberté, parce que les États-Unis ne défendent plus la liberté. Hmm. En termes de clown, Oui, il est pas mal. lui a déjà une histoire derrière lui en Géorgie. En Géorgie et ailleurs. Le cercle de l'oratoire, la guerre de l'Irak, on en a un petit peu Alors, parlé. il a aussi en France été dans une petite formation, comme celle qu'il a aujourd'hui, qui s'est battu pour l'application de la règle européenne qui, en principe, oblige l'État français à laisser quiconque quitter la sécurité sociale pour s'assurer dans le privé. Il n'a pas réussi parce que, au fond, l'État a quand même peur. Mais vous voyez déjà quel est son projet. On me dit qu'il est à gauche. Enfin, aujourd'hui, à gauche, ça veut dire simplement un peu plus agressif contre les catégories populaires qu'à droite. Ce qui est curieux, hein, parce que c'était pas le cas de Jean Jaurès. Non. Vous voyez comme ça change. Ah oui, c'est ça. Le rapport gauche-droite a clairement changé malheureusement. Ah bah ça c'est plutôt inversé. La droite n'est pas follement pour les catégories populaires, mais enfin elle les déteste moins. Alors, la raison pour laquelle on vous avait invité d'abord aujourd'hui, qui est quand même liée, eh ben, c'est les événements qui se passent en Europe de l'Est et dans les Balkans. Alors, vous avez vu ce week-end, il y a eu à Belgrade, capitale de la Serbie, une manifestation massive qui fait suite à 4 points de manifestation. Immédiatement, Madame Loiseau s'est empressée de dire que c'était une manifestation pour rentrer dans l'Union européenne, ce qui est assez étonnant, parce qu'il suffit de regarder les images pour voir qu'il n'y avait pas un seul drapeau européen. En Grèce, on a des manifestations massives depuis des mois et récemment à Athènes, également dans un pays qui n'est pas si grand, mais avec des manifestations qui dépassent le demi-million à Athènes, de demi-million de manifestants. Là, c'est pour s'opposer aux politiques néolibérales imposées par l'Union européenne à l'époque de Syriza qui ont conduit à un accident, un peu comme en Serbie, un accident de train cette fois-ci qui a fait 52 morts, 15 morts en Serbie. On a, et je lis cela au soulèvement des paysans l'année dernière, qui a commencé en Pologne, qui s'est suivi en Hongrie, en Bulgarie, contre l'import de produits agricoles ukrainiens. Et on a appris ce week-end qu'émergeait un jeune candidat, une sorte de Trumpiste polonais, qui lui aussi, comme Georgescu, et il y a des manifestations en Roumanie, comme Georgescu, tout à coup a jailli dans les sondages de la future présidentielle en Pologne, et parce qu'il dit bon, il y en a marre de la guerre, ça suffit l'aide à l'Ukraine, stop tout ça, c'est pas bon pour la Pologne.
Qu'est-ce qui se passe d'après vous en Europe de l'Est? Je pense que l'Europe de l'Est n'a pas absorbé la chute de l'Union soviétique. Tout ça s'est passé très vite sans que la population y ait joué un rôle extraordinaire. Certes, il y avait en Allemagne de l'Est une manifestation chaque semaine, mais l'occasion a été saisie par Gorbatchev pour ouvrir le mur. Dans la réalité, il a saisi ces occasions pour s'éloigner de la doctrine Honecker, qui dirigeait l'Allemagne de l'Est à ce moment-là. Donc, il n'y a pas eu un mouvement procédant des profondeurs de la population pour quitter ce système. Elle a été projetée dans un autre système avec des promesses qui lui sont apparues comme formidables et puis qui, au bout d'un certain temps, sont très décevantes. Et maintenant, la question se pose pour eux de dire, au fond, les Américains, dans lesquels ils avaient mis tout leur espoir pour s'éloigner des Russes, sont bien loin. Les Européens de l'Ouest profitent de nous, notamment l'Allemagne, à travers le jeu de la main-d'œuvre et des matières premières. Et personne ne s'intéresse vraiment à notre cas, si ce n'est pour se servir de nous, pour faire de la communication, de la stratégie. Et donc, ils ont maintenant le sentiment qu'ils veulent exister par eux-mêmes, ce qu'ils ne pouvaient pas faire sous l'ère soviétique et sous ce qu'ils n'arrivent pas à faire sous von der Leyen, pas plus. Il y a une forte lutte populaire contre la corruption. C'est le thème qui revient un peu partout. Ça revient en Grèce, ça revient en Serbie, ça revient en Roumanie, ça revient maintenant en Pologne. Mais La c'est bien vu. corruption étant leurs dirigeants, mais aussi les gens à Bruxelles. C'est fort bien vu. L'Union européenne est devenue un paradis de la corruption. C'est d'ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure, le problème des Américains qui mettent des sommes folles dans leurs dépenses militaires et qui ont du mal à battre les Houthis ici, à battre tel ou tel autre là-bas. Là aussi, c'est la corruption qui explique tout ça. Regardez les Panama Papers, regardez tout ce qui est sorti sur la corruption en Occident. Vous voyez que depuis la chute de l'Union soviétique, la corruption s'est développée dans des proportions qu'elle ne connaissait nullement auparavant, et que cette corruption, elle touche tout l'Occident massivement. Vous vous rendez compte que le FMI a sonné l'alarme il y a 7 ou 8 ans en disant que jusqu'ici, les comptes des différentes nations membres du FMI s'équilibraient à la fin de l'année, c'est-à-dire que l'une devait à l'autre, l'autre devait à une autre, on faisait tous les comptes, on était à peu près au bon niveau. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, presque, il y a presque 10 ans, le FMI alerte, c'est le PIB de l'Italie qu'on ne retrouve pas. Bon, maintenant, on est au PIB de l'Allemagne qu'on ne retrouve pas quand on fait les comptes. Donc, ce qui veut dire que tout ça s'enfuit dans les paradis fiscaux. Si ça s'enfuit dans les paradis fiscaux, ça n'est pas uniquement les retraites des fonctionnaires que ceux-ci vont planquer dans les paradis fiscaux. C'est plus large. C'est en réalité l'argent de la corruption. Et quand vous voyez que c'est le PIB de l'Italie ou de l'Allemagne, vous vous rendez compte que la corruption devient une industrie absolument massive. Et vous voyez qu'un autre des phénomènes dans lequel nous sommes, c'est l'intrication progressive entre les mafias, les coupoles des mafias et les gouvernants occidentaux. Vous voyez bien que tout ça se rapproche de manière absolument inquiétante. Et c'est ça l'événement majeur. Vous voyez avec le fils Biden et avec tout ce qui a été lu sur lui, vu sur lui dans les Panama Papers, vous voyez avec tout ce qu'on apprend progressivement. Vous voyez avec les SMS de Madame Ursula, vous voyez avec
toutes les choses qui ont conduit à des perquisitions pour essayer de trouver quelques lampistes au Parlement à Bruxelles il y a quelques jours, tout ça, c'est une corruption de masse. Et alors, où est-ce que cette corruption, elle se développe le plus? Elle se développe plus au sud qu'au nord, même si Madame von der Leyen est un modèle de corruption nordique. Naturellement, des pays comme la Grèce, la Roumanie, la Serbie, l'ex-Yougoslavie, qui étaient des endroits comme tout ce qui borde la Méditerranée, où l'affairisme, la corruption, les mafias sont une tradition installée de très longue date. Donc, évidemment, c'est là que ça explose. De même qu'en France, les mafias sont plus fortes sur la Côte d'Azur que sur le littoral de la mer du Nord. Mais c'est un phénomène d'ensemble. Alors, je vous poserai 2 questions. Pourquoi est-ce que cette corruption s'est développée? C'est à cause de la dérégulation néolibérale, et le fait que cette Union européenne s'est construite en cassant les États-nations et donc en enlevant les capacités d'agir contre la corruption? Ça, c'est une première question. Et l'autre question, c'est ce que pose Marie-Hélène Lignon. Est-ce que nos populations sont-elles prêtes à entendre tout cela et donc à accepter que finalement, peut-être, ils ne sont pas le phare du monde et qu'avant de retirer la paille dans l'œil du voisin, il faut retirer la poutre qui est dans le nôtre. Lorsqu'une civilisation s'effondre, les gens qui sont dans cette civilisation n'ont pas exactement le sentiment de l'effondrement, sinon ils essaieraient de faire quelque chose pour que ça s'arrête. On peut le penser. En tout cas, on ne peut pas penser qu'une très grande majorité de la population est suicidaire. Donc, on voit bien que c'est un suicide collectif et ne voient ce suicide collectif que ceux qui veulent bien s'extraire du discours dominant qui mène vers l'abîme et qui ment de plus en plus effrontément. Tous les jours, le système médiatique vous ment dans des proportions qui sont de plus en plus surprenantes. Et même quand il y en a un qui essaye de raison garder un petit peu, c'est-à-dire les médias de Vincent Bolloré, les autres vous disent que c'est le porte-parole de Poutine. Vincent Bolloré est maintenant le porte-parole de Poutine, selon Challenge, et selon Le Monde, et selon tout ce qui est les médias officiels français. Donc vous voyez que quand on est dans une telle configuration, on ne peut pas arrêter la machine. Vous savez, les études d'un Américain dont le nom m'échappe sur l'instant, ont montré que 80% de la population n'était pas capable de réagir négativement à des ordres venant de l'autorité, même s'ils sont criminels. Vous savez, c'est l'expérience où on demande aux gens d'envoyer un courant électrique de plus en plus fort à quelqu'un qui répond mal aux questions. Et c'est un comédien, évidemment, qui est là, et à la fin, il est au bord de la mort, et 80% des gens appuient sur le bouton pour le tuer parce qu'on leur a dit qu'il fallait le tuer. Et Milgram, voilà. Les expériences de Milgram nous montrent que 80% des gens n'ont pas les ressources pour réagir aux exigences de l'autorité lorsqu'elles sont rapides et pressantes. Justement, nous sommes dans une situation où le jeu qui est joué est de faire du rapide et du pressant. Évidemment, quand on prend la distance, aujourd'hui, le Covid, beaucoup de gens en sont revenus. Mais sur l'instant, non. Aujourd'hui, la guerre du Golfe, beaucoup de gens en sont revenus. Mais sur l'instant, non. Donc, il y a, comme le voyait déjà Montaigne et la Boétie il y a 500 ans, une propension à la servitude volontaire d'une part tout à fait dominante de la population. On comprend maintenant, avec le temps et
et les évolutions de la science que nous ne sommes pas des animaux exceptionnels. Nous ne sommes pas arrivés avec un cerveau entièrement vide qui se remplirait, comme l'imaginaient les gens du temps de Marx, par exemple, à travers l'expérience, l'école, l'expérience sociale. Non. Nous arrivons avec un cerveau qui, comme celui de nombreux animaux, comprend des dispositions préenregistrées, exactement comme un certain nombre d'instincts des animaux. Voilà. Donc, euh, il faut que la force se retourne pour qu'une majorité de la population change de sentiment. Regardez les phénomènes de la révolution. Certains disent la force va à la force, d'autres présentent ça autrement, mais c'est le moment de basculement de la majorité de la population, c'est le moment où elle a le sentiment que le dominant a changé et elle bascule du côté du dominant. Comment expliquer, sinon tout à fait complètement, 1 500 000 personnes pour voir Philippe Pétain au printemps autour de l'hôtel de ville et 2 millions pour voir Charles de Gaulle 3 mois plus tard. Voir et soutenir. Alors, est-ce que ça voudrait dire, si on suit ce que vous dites, et qui est tout à fait intéressant, comme toujours, cher Gilles, est-ce que justement ces manifestations de masse en ce moment, dont on parle très peu dans les médias classiques, de grand chemin, comme diraient certains, est-ce qu'ils marquent justement que la population sent que le pouvoir vacille et va changer de nature, que ce soit en Grèce, en Roumanie, en Serbie? Oui, Mais incontestablement, les opérateurs serbes ont fait savoir qu'il y avait 1 350 000 téléphones qui bornaient sur les installations qui étaient autour du palais présidentiel. Donc ça, c'est pas un comptage venant des organisateurs, c'est un comptage venant des opérateurs téléphoniques. Donc on peut penser qu'il est vraiment très exact. Ce sont des chiffres qui sont hallucinants pour un pays de cette taille. Donc, il faut qu'il y ait le sentiment qu'une fenêtre s'ouvre et que le pouvoir en place est en train de s'effondrer. La fenêtre, c'est Trump. La fenêtre, c'est Trump. Et est-ce que la fenêtre, c'est pas Trump et la défaite en Ukraine? Donc qui induit qui rend perceptible un changement du monde? Non, la défaite en Ukraine n'est pas perceptible. Le Bon, les système les médiatique, populations qui sont très le proches. système médiatique continue de vous dire que la Russie est à genoux, mais qu'il faut fermer la sécurité sociale pour résister à la Russie. Oui, oui, non, Du tout et ça n'importe quoi. Vous c'est savez, chez ça nous. n'a pas d'importance, il vous prend pour des idiots. Il a les études de Milgram et il pense que 80% acceptera n'importe quoi et son contraire. Mais ça, c'est chez nous, j'ai bien compris. Non, je parlais de la Serbie ou de la Roumanie ou de la Pologne, qui sont proches quand même du conflit. Oui, alors ils ont une presse qui est moins hystérique que la presse française, mais euh, la proximité du conflit ne leur permet pas de voir mieux ce qui s'y passe. J'avais trouvé, moi, pour ma part, que l'année dernière, le soulèvement des agriculteurs était assez significatif et qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans la presse occidentale, enfin, d'Europe de l'Ouest, pour masquer un soulèvement populaire plutôt bien suivi et soutenu par leur population. La presse occidentale, enfin la presse française surtout, euh, c'est Prague à l'automne 1968. C'est-à-dire qu'il y a la météo, c'est peut-être vrai, on saura dans quelques jours, des fois c'est vrai, des fois c'est faux, et puis il y a le reste, c'est faux. On a une question dans le public, Angel O'Neill. Peut-on envisager que le fait d'avoir un troisième mandat de Macron pourrait provoquer cette force? Et donc, est-ce que il pourrait nous faire une carabistouille au Conseil d'État
au Conseil constitutionnel avec la nomination de Ferrand qui a été acceptée, avec une démission de Macron 6 mois avant, compte tenu du fait que moitié des constitutionnalistes disent que bah, c'est possible, l'autre moitié disent non, ce n'est pas possible, et qu'au final, tout dépendra d'une décision du Conseil constitutionnel. Oui, il faudrait encore qu'il y ait des gens pour voter pour lui. Alors, vous lisez dans les médias que sa cote remonte. C'est 9 points, on en extraordinaire. a parlé, 9 4 points de points, plus. 4 points, c'est fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui d'habitude ne répondent pas et ne sont pas les plus éveillés parce qu'ils ne s'intéressent pas du tout à la politique. Et donc, ils ne sont pas sur ces sujets les plus éveillés, les plus attentifs. Dans le sondage, vous disent, au lieu de ne pas répondre, répondent j'ai peur, hein, heureusement il y a Macron, il va se débrouiller, il va faire quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est pas du tout une bascule de gens qui trouvaient que Macron était pas bien et maintenant ils trouvent qu'il est bien. Pas du tout. C'est simplement un effet de peur. Je vous rappelle que François Hollande a eu la même chose quand il y a eu l'affaire du Bataclan, mais il est monté de 40 points, pas de 4. C'est dire l'usure de la figure d'Emmanuel Macron. Alors, je vais pousser ma question plus loin parce que on a eu en Roumanie l'interdiction de se présenter de Monsieur Georgescu. Après avoir annulé le premier tour. C'est plutôt une interdiction de gagner puisqu'il allait gagner. C'est ça, une interdiction de gagner. Et puis maintenant, on a appris que le Conseil constitutionnel de Roumanie, justement, avait interdit à une autre candidate de se présenter parce que d'extrême droite, et ils ont donné une raison globale, c'est que tous ces gens-là, ils n'accepteraient pas de candidat qui s'oppose à la démocratie, c'est-à-dire à l'Union européenne et à l'OTAN. Alors là, c'est clairement dit, hein, les candidats ne peuvent être que pro-UE et OTAN. Je ne sais pas si ça va faire jurisprudence. Ça s'appelle une dictature. On est d'accord. Vous savez que il y avait en Union soviétique des élections libres pour peu qu'on accepte le cadre soviétique. Il y a dans l'UERSS des élections libres pour peu qu'on accepte le cadre de l'UERSS. C'est la théorie Brejnev de la souveraineté limitée. Exactement. C'est la souveraineté limitée qui a l'air de s'appliquer à la Roumanie comme elle s'appliquait. Bon, on peut supposer, vous l'avez dit, comme elle se serait appliquée à l'Allemagne si l'AfD avait fait un meilleur score, comme certains se préparent à l'appliquer à la France si Marine Le Pen n'est pas condamnée dans un truc de justice un peu tordu. Et que Mélenchon ne finit pas condamné pour antisémitisme ou quelque chose d'autre, peu importe. Mais la question, justement, c'est pour ça que j'insiste sur la question que je vous ai posée avant. Oui, dans une élection normale, il n'y aurait pas tellement de votants pour Macron. Il a quand même son socle de 17, 18, 19, 20% qui se mobilisent. Qui a beaucoup reculé. Si vous regardez les études, le Parti socialiste bondit de 2 à 12, et Macron, de 2 à 10, pardon, et Macron descend à 12. C'est-à-dire que les électeurs, ce secteur de l'opinion qui avait quitté les socialistes pour Macron, a envie de quitter Macron pour les socialistes. Bon, c'est la même politique, mais disons que le clown fatigue. Alors j'insiste. Dans ce cas de souveraineté limitée qui va s'appliquer à notre pays, puisqu'on a vu que la semaine dernière sont sortis des papiers, et en particulier sur France Info, disant que pour 2027, la France devait se protéger de l'influence russe et des candidats sous influence russe. Et entre-temps, nous n'avons rien fait du tout, mais l'Union européenne, en écartant un quart du Parlement européen, a créé le European Democracy Shield, le bouclier démocratique européen, présidé par Madame Loiseau.
Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver dans une configuration où d'un côté, on insiste en faisant peur aux gens en disant mais Macron est le sauveur et en bloquant tout simplement les candidats qui l'emporteraient de manière sûre et certaine ou qui pourraient l'emporter contre lui, Marine Le Pen, Mélenchon, un autre, peu importe, comme c'est déjà fait en Roumanie, comme ça risque d'être fait peut-être en Pologne bientôt. Sincèrement, pour arriver à empêcher Monsieur Mélenchon ou Madame Le Pen d'être élus, oui, bien sûr. Mais pour faire élire Emmanuel Macron, vraiment, ça c'est plus possible. Non, sincèrement, on peut tout imaginer, mais ça, non, quand même. En tout cas, une limitation des autres qui pourraient remettre en cause ou faire Mais semblant de remettre en cause le système. la suspension de la démocratie, bien sûr, mais même la suspension de la démocratie ne ferait pas élire Macron. Un Glucksmann, voilà, un, un agent quelconque de Davos. D'accord. Est-ce que la révolte ne pourrait pas venir en observant ce que font les gens de l'Est et des Balkans, qui justement, peut-être par leur passé où ils ont déjà eu une souveraineté et Vous l'observez où, vous? beh, je l'observe, quand je me promène en Non, France. non, vous l'observez parce que vous cherchez à le voir. Les Français ne le voient pas. Vous pensez qu'il y a pas de Où est-ce qu'on voit ça? bah, on n'aurait pas pu voir les gilets jaunes la semaine précédant les gilets jaunes, par exemple. Non, pas ça que je veux vous dire. Où est-ce que les Français voient les millions de gens qui descendent dans les rues? Où est-ce qu'ils les voient? À la télé? À la radio? Dans les journaux? Ça n'existe pas. Bah, c'est Prague, automne 68. Vous avez vu des grands articles sur ces millions de gens qui descendent dans les rues? Pas du tout. Vous savez qu'ils y sont parce que vous cherchez. Mais vous faites partie de l'intelligentsia. Vous savez, il y a plus de 5% qui, comme vous, cherchent à savoir. Plus de 5%. Ah, voilà. S'ils étaient tous d'accord entre eux, ils arriveraient à être représentés au Parlement européen. Là, il se trouve qu'ils sont plus de 5%, mais toutes les opinions se trouvent à l'intérieur. Donc la question, c'est celle du combat, culturel, de faire connaître, ses idées ou ce qui se passe ailleurs. C'est bien évidemment compliqué. La question, elle n'est pas là. La question, elle est arriver à faire sauter l'unanimité qui règne au Parlement. Car si on veut interdire Madame Le Pen, Monsieur Bardella ou Monsieur Mélenchon, pour autant, ceux-ci ne manifestent aucun désaccord, ni avec l'OTAN, ni sur la question ukrainienne, ni sur l'Union européenne. Ils sont d'accord sur tout, d'où la violence des échanges au Parlement, car quand on échange sur des idées, ce qui compte, c'est les idées, et les idées, ça ne demande pas de s'exprimer violemment pour les dire. On peut les dire de manière très calme et très posée. Même les idées les plus fermement opposées peuvent être dialoguées, peuvent être le cœur d'un dialogue tout à fait reposé. Regardez les années 60, vous aviez les communistes face aux gaullistes dans une guerre froide la plus violente. Est-ce qu'il y avait des incidents à l'Assemblée nationale? Pratiquement pas. Aujourd'hui, ils sont d'accord sur tout. Est-ce qu'il y a des incidents? Oui, tous les jours. Donc, ils sont d'accord sur tout. La question, c'est évidemment qui va en profiter. Puisqu'on est d'accord sur tout, la question, c'est qui va gouverner, qui va s'approcher de l'assiette au beurre, comme on disait dans la première moitié du XXe siècle. Et donc, c'est ça le point de blocage. Si vous aviez une ou deux forces qui, au Parlement, disaient la presse ment et voici la vérité, et distribuaient, comme c'était le cas dans les années 60, du Parti communiste français,
des tracts à toutes les stations d'autobus, de métro, dans tous les centres-villes, devant toutes les mairies, devant tous les bureaux de sécurité sociale, alors là, évidemment, il y aurait une connaissance qui arriverait. Mais là, tout ce petit monde est d'accord. Vous avez une unanimité de la sphère de la décision, une unanimité de la sphère de l'argent. Alors vous avez ceux qui ont de l'argent et vous avez euh, les petits qui picorent les miettes. Au Parlement, c'est des petits qui picorent les miettes, vous l'avez compris. C'est pas des riches au Parlement. On leur donne près de 10 000 euros par mois. C'est ce que Bernard Arnault gagne en 24 secondes. Non, je mens évidemment, c'est 4 secondes. Ça m'en a fait perdre ma question. Gagner 10 000 euros en 4 secondes, vous voyez, pof. Mais ben voilà, voilà. Et c'est le Mais problème des je pauvres. me suis dit, ça Les pauvres fait. sont éblouis dès qu'on leur montre un peu d'argent. Voilà, c'est ce qui se passe au Parlement. Vous voyez, vous pourriez faire un bon député. Vous pourriez faire un bon député européen. On donne plus au Parlement européen parce que les lobbyistes sont installés dans l'enceinte du Parlement, dans l'enceinte des bureaux de la Commission, et donc ils sont là, ils ont les mallettes directement sur place. Ça, c'est formidable, avoir les mallettes directement sur place. Au Parlement français, il faut sortir pour trouver la mallette. Ce que m'avait dit une époque Jean-Luc Mélenchon, m'avait dit c'est mieux le Parlement européen, on est mieux payé et absolument rien à faire. Alors qu'à Absolument. l'Assemblée On est nationale, beaucoup mieux payé, et puis il y a les mallettes en plus qui sont là, qui vous attendent. c'est bien fait quand même. C'est bien organisé. Vous avez les mallettes et les virements vers les fiduciaires des paradis fiscaux. Alors, étant un éternel naïf peut-être, ou ayant gardé un esprit de jeunesse un peu révolutionnaire, que sais-je, est-ce que tout ça ne risque pas de voler en éclats? Ne risque pas, pour ceux qui Oui, pensent ce système, de voler en éclats la réponse est oui. avec le réel? Parce La que, réponse est oui. oui, Mais le résultat pourrait être bien pire. Parce que, à un moment, le ressort est tellement tendu que quand il explose, quand ces gens, ces 80% qui ont tout accepté, tout, comprennent maintenant le rôle qu'on leur a fait jouer, ils vont se tourner contre les 5% qui, comme vous ou comme moi, cherchent à savoir et savent. Et donc, là, euh, il y a cette difficulté de risquer de se trouver dans une configuration comparable au Cambodge, c'est-à-dire si vous avez au-delà de bac+2, on vous met un sac plastique sur la tête et on ferme. c'est difficile de faire comme au Cambodge quand même. L'histoire n'a pas dit son dernier mot. En tout cas, quand je posais la question, je pensais spécifiquement à deux choses. D'abord, le problème moral devant lequel ils vont se retrouver, si, c'est ce qui risque d'arriver, la Russie continue à infliger défaite sur défaite à l'Ukraine et continue à, voilà, obtient définitivement cette victoire stratégique sur l'OTAN. Cela aurait fait beaucoup de brassage d'air pour une défaite qui coûte aussi économiquement et socialement à la France et aux Français. Et le problème, c'est la crise économique. C'est-à-dire que on avale les couleuvres parce que les choses tiennent le coup. Et s'ils ne tiennent plus le coup, et justement, ça ouvre peut-être une fenêtre d'opportunité pour un ras-le-bol de la population et un changement de dirigeants. Vous avez vu euh, François Bayrou qui, pour sauver son gouvernement, a promis aux socialistes et à qui voulait l'entendre un conclave avec les syndicats sur la retraite qui parlerait de tout, l'âge, tout ça, et puis qui aujourd'hui dit maintenant c'est terminé, c'est fini, la Russie est là, c'est fini tout ça, on ne rigole plus. Et alors les syndicats disent retenez-nous, on fait un malheur. Ils vont se retenir tout seuls. Qu'est-ce que vous pariez? Oui, les syndicats, oui, mais bon, ils font partie.
Ils font partie un Si peu du les système. syndicats se retiennent, si les médias sont là, si le gouvernement fait la pression, si l'image du Russe, l'image de Poutine est montrée partout comme celle du diable, ça va tenir quelque temps. Alors pourquoi ils sont si attachés à l'Ukraine? Parce que l'Ukraine, c'est vraiment particulier, c'est vraiment le paradis de la corruption, des trafics, des expérimentations les plus révoltantes. Et ils n'ont pas envie que ça se voie. Euh, on a vu avec le fils Biden, gracié par son père quelques heures avant la fin de son mandat, dans les Panama Papers, à quel point la corruption était grande, à quel point les trafics étaient grands. Mais vous avez lu ces choses sur les fermes de femmes en Ukraine pour faire de la GPA, c'est-à-dire on vend des enfants made in Ukraine. Il n'est pas certain qu'il n'y ait pas des choses plus alarmantes encore. Du moins, on a lu un certain nombre de choses. On n'a pas les preuves. Il est évident que si la Russie l'emportait totalement, on finirait par avoir les preuves. Récemment, il y a une jeune femme courageuse dont le nom m'échappe tout à coup, qui est née par GPA et qui s'oppose à la naissance par GPA, qui en a parlé ouvertement au Figaro Live, il me semble, la semaine dernière, justement, à l'occasion, entre autres, de la, de la Journée internationale pour le droit des femmes. Elle en a parlé au Figaro. Rappelez-moi le pourcentage de lecteurs du Figaro dans le pays. Figaro Live, les petites vidéos, donc c'est un peu plus vu. Figaro Live, formidable. Vous me diriez aux 20h de TF1, je vous dirais c'est quelque chose. Oui. Bah, c'est pas encore au Vous JT. savez, le débat de 23h d'LCI qui annonce que la Russie est à genoux et que Poutine mange les petits-enfants, ça fait 3000 vues. C'est pas beaucoup non plus. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de CNews dans la fin de l'après-midi. Mais vous avez remarqué que si on doit remercier Vincent Bolloré pour ne pas être dans le concert du mensonge absolu, il ne va quand même pas jusqu'à la vérité. C'est un homme qui est raisonnable. Évidemment. Donc vous êtes plutôt quand même pessimiste quant aux possibilités Il ne s'agit pas de pessimisme ou d'optimisme. Il s'agit d'essayer de mesurer ce qui se passe, puisque vous me posez cette question sur l'avenir, j'essaye de mesurer les éléments qui nous permettent de juger de l'avenir. Et je vous dis que tout ça va mal finir, que tout ça va exploser, mais pas maintenant. D'accord. Et que plus on tarde à ce que ces choses se modifient structurellement, et plus le risque est grand que le résultat de l'explosion soit effrayant. Ce matin, j'étais dans la matinale très tôt de nos amis du Tocsin, avec Clémence Soudiakova, qui voulait me faire intervenir sur les négociations entre Russes et Américains. Et je lui disais que l'un des problèmes des Américains dans les négociations avec les Russes, c'est que leurs vassaux, les nains de jardin européens, s'agitent quand même beaucoup et menacent, avec leurs petits biscottos, de faire des choses, mais du point de vue des Russes, voilà, c'est pas très très stable comme coalition occidentale. Est-ce que vous pensez que Donald Trump va réussir à mettre Keir Starmer et Emmanuel Macron au pas, comme il a mis au pas Monsieur Mark Rutte, qui a été voilà, qui a avalé et l'annexion du Canada et du Groenland, et qu'il a bien précisé avec la même superbe qu'il avait de dire que l'Ukraine rentrerait dans l'OTAN il y a 3 mois. Il a dit non, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN est un employé de l'OTAN, donc un employé de Donald Trump. C'est pas exactement la situation
du travailliste anglais ou d'Emmanuel Macron, vous savez, qui a été mis en place par le socialiste Hollande. Ces gens ont une forme d'autonomie, non pas personnelle du tout, mais une forme d'autonomie par rapport à Trump qui leur est donnée par les milliardaires de Davos. Et Trump, il est en face de quelque chose de compliqué, parce que il a certes Keir Starmer et Emmanuel Macron qui font les nains de jardin et qui chantent des bêtises, bien sûr la guerre et toutes sortes de balivernes. Mais il a leurs amis de Davos qui ont fait une offensive très impressionnante à la bourse de New York. Car si ils ne disposent pas des forces armées, les amis de Davos et de Soros disposent de milliards d'actifs qui peuvent faire bouger sur l'instant. Vous avez vu l'effondrement du cours de Tesla, qui est un message politique directement envoyé à Donald Trump. Vous avez vu le recul de Wall Street, qui est un message politique, c'est-à-dire que on est en face de la même chose, c'est-à-dire la résistance de Starmer et Macron, c'est la même chose que la chute de la bourse, que le recul de la bourse à Wall Street, et d'ailleurs un quotidien du soir français qui ne vous dit pas grand-chose sur les manifestations en Europe de l'Est, scrute chaque jour, sonde chaque jour les reculs à la bourse de Wall Street et vous dit que c'est la preuve que maintenant Trump a mangé son pain blanc et qu'il va devoir revenir dans ce que vous appelleriez la ligne de l'état profond. Donc, Trump, il est face à cela. Or, vous savez que Trump, il a un objectif. Peut-être il vous l'a pas dit. Peut-être il vous l'a pas dit. Non, il a oublié de me le dire quand il m'a appelé. Je vais vous le dire moi, parce que la dernière fois qu'il vous a vu, il vous l'a pas dit. Donc, vous avez, ce sont des cachotiers, ces gens-là. S'il révélait tout, c'est les élections de mi-terme dans maintenant un peu plus d'un an et demi. C'est ça son objectif. Si aux élections de mi-terme, la vapeur est renversée, il est un président impuissant. Et s'il est un président impuissant, Davos, les milliardaires et les nains de jardin européens lui feront perdre à son courant la présidence 2 ans après, en mettant les États-Unis en situation difficile. Et donc, malheureusement, ça n'est pas les amis de Poutine, aussi nombreux soient-ils sur le sol des États-Unis, qui pourront renverser la vapeur. Donc, il a ce problème. Et dans la discussion avec Vladimir Poutine, c'est son problème numéro 1. C'est pas la difficulté que Vladimir Poutine représente par lui-même. C'est le fait que Vladimir Poutine, il a une contrainte. Il essaye de défendre son pays. C'est une idée qui viendrait à l'idée de personne dans l'Union européenne. Personne. Enfin, si, les affreux à qui on va retirer le droit de vote, c'est-à-dire les Hongrois, les Slovaques et toutes ces choses-là. Mais sinon, les grands de l'Union européenne, à aucun ne viendrait l'idée de défendre son pays. D'abord parce que ils veulent l'abattre pour faire une fédération, et puis de toute façon, ils ne l'aimaient pas avant. Macron vous a dit, la France est des 4 fois criminelle contre l'humanité. Comment on peut aimer une telle mère blafarde? Alors, Poutine, il a les contraintes de défendre son pays. Il a une opposition qui voudrait qui fait un tiers du pays à peu près, qui voudrait qu'il soit beaucoup plus dur contre l'Occident. C'est pas les 2-3% pro-occidentaux, hein. C'est la vraie opposition. Donc, il a des limites à ce qu'il peut accepter, à ce qu'il peut faire. Et Trump, il a défendre son pays, ça il voit à peu près comment le faire, et la discussion avec Poutine est un élément pour défendre son pays, mais il a les amis de Davos associés aux nains de jardin qui lui font la danse. Vous savez, qu'est-ce qu'il a compris, Trump? Et pourquoi il s'accroche au droit de douane?
Wall Street aime si peu, il a compris que la globalisation financière, ça a aidé massivement un pays et un seul, la Chine. J'allais vous Avant dire, la la Chine a globalisation observé cela avec financière, grand intérêt. la Chine fait partie des pays sous-développés qu'on appelle poliment en voie de développement, tout en espérant qu'ils se développent pas trop vite au FMI, mais ils sont dans cette situation. Et puis, il y a la globalisation financière, et la Chine devient la première puissance économique du monde. C'est la globalisation financière qui a fait ça. Et Trump a compris, en tout cas ses conseillers l'ont compris, mais lui, il a probablement compris aussi. L'étape suivante de la globalisation financière, c'est la dédollarisation de l'économie par les BRICS. C'est-à-dire le fait que tout le monde va commercer dans un panier de monnaie dont le dollar est une composante comme une autre. Mais c'est donc fini d'imprimer des milliards de dollars, d'acheter tout ce qu'on veut où on veut, et de voir ces milliards de dollars revenir à la bourse de New York parce que c'est le seul endroit où on peut placer des dollars. Oui, le jeu est plutôt clair, effectivement, du côté de Donald Trump. Et j'allais vous demander, poser la question, ce que vous en pensez justement des Chinois. Est-ce que eux, les Chinois, ont nécessairement un avantage à ce chaos? Et est-ce que continue ce qui a permis leur envol et leur puissance maintenant fermement posée? Les Chinois, ils ont des contraintes aussi, qui sont l'intérêt et la situation de leur pays. La Chine est un pays où on mange du riz. Ça paraît idiot de dire ça. On va me taxer de raciste, mais pas du tout. En Chine, on mange du riz. Et où est-ce qu'on mange beaucoup de riz? Là où on est pauvre, c'est-à-dire là où on n'a pas encore bénéficié des effets de la globalisation financière. Et quand on est près d'1,5 milliard, des endroits où on est pauvre, il en reste pas mal. Et dans ces endroits, on cultive du riz. Le riz, ça coûte affreusement cher à cultiver. Il faut le planter, il faut le repiquer. Il y a une activité de main-d'œuvre sur le riz qui est extraordinaire. Alors que le blé, ça coûte très peu cher. Si vous avez une monnaie chinoise qui passe à son cours réel, c'est-à-dire que cette monnaie veut entrer sur le marché mondial comme une monnaie de référence, si vous avez une monnaie chinoise qui passe à son cours réel, vous avez le blé qui passe à la moitié du prix du riz. Les pauvres, ils vont manger quoi? Du riz ou du blé? La réponse est, comme ils sont pauvres, du blé. Et donc, vous avez des millions et des dizaines de millions d'agriculteurs chinois qui font du blé, qui vont aller vers les villes parce qu'ils n'auront plus que cela comme perspective. Ça n'est pas absorbable à la vitesse pourtant remarquable à laquelle l'économie chinoise se développe. Une question qui est liée à ce qui est posé dans le fil. Si on observe le cours de l'or, qui monte rapidement, mais qui monte très nettement depuis un an, puisqu'il y a un an, il était autour de 63 000 euros le kilo, le lingot d'or, et qui maintenant, il est à 90 000. Et sur 5 ans, c'est encore pire. On est passé de 40 000 à 90 000, soit un doublement. On sait tendanciellement dans l'histoire que quand les nantis achètent de l'or, c'est que ils n'ont pas trop confiance en l'économie et ils ont peur que tout s'effondre. Donc ils achètent quelque chose de solide, qui se négociera et se vendra toujours. Est-ce que selon vous, c'est en rapport avec ce que vous disiez de ce qui se passe sur la bourse de New York? Et est-ce que cela augure d'un crash financier, d'un risque de crash financier? Pas spécialement. Le phénomène est différent. Depuis un peu plus d'un an, les BRICS ont dit qu'ils préparaient une sorte de monnaie alternative au dollar qui serait gagée sur l'or. Et donc, quand vous faites vos choix, quand vous faites vos arbitrages, euh,
quand vous faites vos choix et quand vous faites vos arbitrages, vous êtes obligé de tenir compte du fait qu'il y a dans les possibilités l'apparition d'une monnaie rassemblant le Sud global, c'est-à-dire une large majorité de la population, avec à sa tête un des deux plus puissants acteurs économiques qui sera basé sur l'or. Donc le prix de l'or va exploser parce qu'on aura besoin de quantités d'or extraordinaires pour stabiliser cette monnaie. Et donc comme le prix de l'or va exploser, vous avez intérêt à acheter de l'or. Comme vous faites ce calcul, comme vos analystes ont fait ce calcul, les analystes des autres font le même calcul, et donc la prophétie autoréalisatrice se réalise, l'or monte. Je mettrai un bémol parce que ceux qui suivent les BRICS, on sait que depuis maintenant 2014, la Russie et la Chine achètent beaucoup d'or, très très importante réserve d'or, au point où il y a 4 ou 5 ans en Suisse, on disait ah ben, nos acheteurs ne sont que Russes et Chinois, entendu l'État, hein, pas des particuliers. Et d'ailleurs, en mai 2022, la Russie annonçait que sa monnaie l'euro devenait une monnaie de réserve et qu'elle était indexée sur les productions d'hydrocarbures et de métaux, mais aussi sur la réserve d'or de la Russie, donc qui est considérable. Donc cet achat par les BRICS, en particulier la Chine et la Russie d'or, elle est assez ancienne. Là, on a un achat d'or qui est visiblement sur les 3 derniers mois et quand même lié non seulement aux acheteurs institutionnels, mais aussi à des particuliers qui sécurisent en quelque sorte leurs avoirs. Vous avez la presse occidentale qui vous chante la chanson de la guerre tous les jours, et vous allez laisser sur votre livret de caisse d'épargne, dont on vous dit qu'il va être absorbé par la lutte contre la Russie, votre argent, alors que vous pouvez acheter de l'or. Il n'est pas dit que les gendarmes et les policiers vont faire le tour des maisons pour regarder si vous avez des pièces d'or. C'est pas dit. Il est dit qu'on va faire un euro numérique qui vous volera votre argent. Mais c'est plus facile de vous voler votre argent avec un euro numérique ou avec un livret de caisse d'épargne ou avec un livret de banque que de vous voler votre argent s'il est sous forme de pièces d'or. Vous savez, la France est un pays de bas de laine. Alors, on transforme les bas de laine, billets en euros, dont on vous annonce que ça va devenir numérique et qu'on va avoir le contrôle de tout votre argent, en pièces d'or. Si vous aviez 3 sous, Georges, vous n'achèteriez pas de l'or? Ah, mais Vous depuis très très longtemps, si j'avais 3 sous, c'est des cours que je donnais à mes élèves il y a très longtemps. Alors vous voyez bien. Vous enterrez un sac d'or à Rome il y a 2000 ans, 2000 ans après, tout le reste a fondu. Les vignes, les propriétés immobilières, mais Mais le sac d'or, lui, il est toujours là. c'est surtout le discours de guerre permanent tenu dans nos régions qui renforce l'or. Quand il y a des guerres, qu'est-ce qui vaut quelque chose? La monnaie? Non, l'or. En plus, l'idée que la Russie est aux portes, c'est gentil. Ça permet d'essayer de faire sauter la sécurité sociale, monter l'âge de la retraite, etc., etc. Mais vous savez que ça sape la confiance dans l'euro. Christine Lagarde leur a dit, mais ils n'ont pas envie d'écouter Christine Lagarde. Ça m'amène à la dernière question que je vais vous poser, on a encore un petit peu de temps, qui est justement liée à cette décision complètement idiote pour tous ceux qui sont un peu sérieux en économie. Décision prise par l'Assemblée nationale. Non, pas décision. Résolution. Vœu émis. C'est un vœu. Pardon? C'est un vœu. Oui, c'est un vœu. Mais
Et il montre c'est un vœu qui montre quand même une forme d'imbécilité profonde. Ah oui, ben, vous savez, on peut aussi, faire le vœu que, on monte décrocher la lune. C'est un vœu. On Alors fait le vœu de la paix sur terre, on fait le vœu de la saisie des avoirs russes, on fait le vœu d'être, d'être toujours jeune, riche et beau, c'est pareil. alors sur la saisie, c'était justement Ce sur la qui est saisie des ce qui avoirs. est remarquable, c'est qu'il y a encore des gens au Parlement qui ont voté cette stupidité agressive qui aurait pour résultat de mettre la France au banc des nations riches. C'est ça. Mais d'ailleurs, il faut noter que la France insoumise, le Parti communiste ont voté contre et que le RN s'est abstenu. D'ailleurs, Pour sur être les sûr que ça pour être sûr que ça passe et pour pouvoir le condamner plus tard. Et au moins ils ont voté contre. mais s'ils votaient contre, ça ne passait pas. Non, non, je parle de l'AFI et le Parti communiste ont voté Oui, contre. si le RN votait contre, ça Oui, ne ça ne passait passait pas. pas. D'accord. Ce qu'ils souhaitaient, c'était faire une démonstration. Donc, en ne participant pas à ce vote et en condamnant ceux qui votaient pour, euh, ils faisaient cette démonstration que le Parlement est irresponsable. Pour l'avenir, pour eux qui essayent de voir un peu plus loin, c'est pas si bête. Ça aurait été la décision. Ils auraient voté contre. Mais c'est pas la décision, c'est le vœu. Comprenez que le respect de la propriété privée est quelque chose qui a été abrogé par la révolution de 1917 en Russie, avec messieurs Lénine et Trotsky. Voilà. Cela a entraîné toute une série de conséquences pour le monde. Et vous voulez que maintenant, alors que cette Union soviétique est tombée, la France décide de mettre fin à la propriété privée et de mettre celle-ci à disposition de l'exécutif. Si on met fin à la propriété privée, c'est terminé. Justement, Personne c'est d'une n'investira plus un dollar en France si la France met fin à la propriété privée. et c'est pour ça que c'est tellement absurde comme idée, que c'est étonnant qu'il y ait même des résolutions et autant de journalistes qui pérorent à ce sujet dans les médias, en disant que Ah c'est ben, que les extraordinairement journalistes génial. pérorent à ce sujet, excusez-moi, ça me paraît naturel. Ces gens mentent toute la journée. Voilà un sujet sur lequel ils peuvent mentir sans qu'ensuite on leur prouve avec des preuves exactes que ce qu'ils ont dit était le contraire de la vérité et que les fioles ne contenaient pas l'arme de destruction massive, que l'infirmière qui avait vu les Irakiens jeter les couveuses n'était que la fille de l'ambassadeur du Koweït, etc., 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 que les charniers de Timisoara n'étaient pas les charniers de Timisoara. Tous ces mensonges-là, on a réussi à démontrer que c'était des mensonges parce qu'il y a des faits, il y a des preuves. Là, on est dans le domaine du souhait, du vœu, du yaka, du faudrait. Dans tout ce monde-là, et dans le bonheur, c'est bien mieux que de dire que, comme Le Point a fait son grand dossier il y a quelques semaines, l'armée russe est à ce point contrainte que ce sont des ânes et des chameaux qui transportent ces soldats, ou comme LCI, que les policiers vont chez les Russes, s'emparent des puces, des lave-linges, pour pouvoir faire voler les avions. C'est pas beau, ça? Ah, excusez-moi, mais quand même, si ces gens-là ne sont pas remerciés par Bouygues pour avoir essayé d'aider Bouygues à se placer dans la reconstruction de l'Ukraine, parce que chaque fois qu'une bombe casse un bâtiment chez Bouygues, on dit bon il faut préparer les plans pour le reconstruire, on sait jamais, on pourrait être choisi. Et alors vous vous rendez compte que LCI pourrait rapporter des milliards. Bon, le problème, c'est que ce sont probablement pas les amis de Macron qui vont l'emporter en Ukraine et que donc Bouygues risque de se trouver écarté et de se trouver dans une position difficile. Vous savez pourquoi à la Maison Blanche, Zelensky et Trump n'ont pas pu faire affaire? Pourquoi les choses ont tourné si mal?
parce que Trump, il voulait les richesses minières, partie des richesses minières de l'Ukraine. Bon, c'était pas la fin du monde pour Zelensky, qui n'en a rien à faire de son pays. Hein, ce qui l'intéresse, c'est lui. Et pourquoi il a été obligé de dire non et de tourner autour de prétextes fallacieux et finir par s'accrocher devant les caméras du monde entier? Parce qu'il les a vendus aux Anglais. Déjà vendu aux Anglais, oui, oui. Voilà. C'est la clause secrète, les annexes secrètes de l'accord Voilà, éternel de côte. l'accord centenaire avec Starmer. Et donc, il l'avait vendu aux Anglais, donc il ne pouvait pas le revendre aux Américains. Bon, alors, évidemment, les Américains ne parleraient pas aux Anglais, ça aurait été bien, ça. Ils les auraient vendus aux Vénézuéliens sans problème, parce que les Vénézuéliens et les Anglais ne se parlent pas. Mais les Américains et les Anglais se parlent. Et donc, il a été coincé. Tout ce monde-là, c'est un monde de mensonges, de corruption, et là-dedans, Trump veut faire le ménage parce qu'il pense que la globalisation a favorisé le mensonge, la corruption, la montée de la Chine, et pour lui, tout cela, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est ce qui détruit la force de l'Amérique, qui est la cohésion d'une partie significative de son peuple derrière ses dirigeants. Et ça, à partir du moment où vous avez un pays qui se déconstruit au point où les États-Unis d'Amérique se déconstruisent, ça n'est plus possible. Et donc, il a compris cela. C'est ça qu'il veut recréer, mais il faut plus que 2 ans pour le recréer. Donc, son objectif pour le recréer, c'est de gagner dans 2 ans. Et donc, pour cela, il a toute une série de financiers, de nains de jardin, de militaires et de docteurs Folamour qui sont sur sa route. Et il a un allié objectif, mais au pouvoir limité, qui est Vladimir Poutine. Et il a quelqu'un qui, paradoxalement, joue son jeu parce que c'est son intérêt, qui est Xi, le dirigeant chinois. Comme on l'a vu au Conseil de sécurité. Eh bien, merci Gilles pour toutes ces analyses. Encore une fois, vous l'avez peut-être vu dans les messages fort appréciés par nos auditeurs. C'est très intéressant, c'est lucide. Merci de me donner la parole. Avec grand plaisir, on apprend toujours et puis c'est une manière de regarder ce qu'il se passe qui est rare, qui est très rare. Oh, En même temps, cette lucidité, l'idée, cette intelligence. l'idée de chercher la vérité et de la dire, c'est assez ancien. Hein, je suis pour rien. Voilà, j'ai Pedro qui m'écrit qu'on sera à l'heure la prochaine fois. Le Ça, problème, j'ai du mal à le croire. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. bonne journée. Pour tous les autres, eh bien, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner sur nos différents canaux, en particulier ceux où vous n'êtes pas encore abonnés, comme TikTok ou Telegram. On a dépassé, et je vous remercie, les 75 000 abonnés sur YouTube. Ça marche bien, ça marche du feu de Dieu. En mois de mai, on s'était promis que fin du mois de mai, on serait arrivé à 100 000. On est bien parti pour y parvenir. Donc merci à vous. N'oubliez pas de commenter, de partager, de mettre des pouces. Et aussi, si vous le pouvez, allez sur Telegram et inscrivez-vous sur Telegram parce que c'est notre indépendance et qui est une garantie hein, en cas où on aurait des problèmes de coupure. C'est arrivé à d'autres et ça serait assez agaçant de devoir tout recommencer à zéro. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur les autres réseaux sociaux. C'est une garantie pour nous et une garantie pour vous, et bien que nous soyons là le lendemain. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt.